Comme le jazz, le rock ou le rap, la musique disco s'est imposée dans les années 70 comme un courant musical à part entière. Aujourd'hui, c'est le dico du disco dont... Tu veux la refaire ou pas? Oui, ok, on y va. Comme tu as déjà coupé, il ne peut pas ne pas la refaire. Mais hésitez. Comme le jazz, le rock ou le rap, le disco s'est imposé dans les années 70-80 comme un courant musical à part entière. Aujourd'hui, c'est le dico du disco que je vous propose de découvrir en face à face avec deux invités. Jean-Marie Potier, André Torrent, soyez les bienvenus. Bonjour. On est content d'être là. Jean-Marie, vous signez ce dico du disco ainsi que le livre ABBA, les coulisses du succès dont André Torrent fait la préface de l'ouvrage. Parlons d'abord du dico du disco. Il se présente, j'ai envie de dire, comme un abécédaire de tout ce qui s'est fait de mieux ou parfois de pas si bien que ça dans le monde du disco. Pourquoi cette idée ? Parce que déjà, cette musique, j'ai grandi avec pendant mon adolescence. Donc c'est une passion. Et puis, il n'y avait pas d'ouvrage, aussi bien en français qu'à l'étranger. Il n'y avait pas du tout d'ouvrage d'équivalent. Et je trouvais que ce courant musical avait marqué les années 70, mais qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui reviennent à ces sonorités, comme on l'a vu avec Daft Punk. Même Étienne Dao a abordé un petit peu le disco, Céron prépare un album, donc c'était important, et c'est une musique qui donne toujours envie de danser, de faire la fête, donc avec Alain Pozzuoli, on a signé ce dico, et on a essayé de couvrir vraiment tout le phénomène, les artistes, mais aussi les mouvements, les discothèques. Les influences. Les influences, absolument. Oui, les grandes musiques ne meurent jamais, on lit dans le livre. Mais c'est tout à fait vrai, je veux dire, la preuve, actuellement, on y revient tout le temps, et il y a plein d'artistes comme Mika ou Kylie Minogue qui sont des enfants du disco. Oui, alors les premiers titres catégorisés, si je puis dire, étiquetés disco sont diffusés début des années 70, et d'emblée naît une controverse qui se sait peut-être pas trop aujourd'hui sur la vraie origine du disco. On dit oui, c'est allemand, non, c'est américain, français. Mais à l'origine, c'est américain, parce que c'est vrai que si on remonte, le premier proto-disco, c'est en 71 avec Isaac Hayes et la musique du film Shaft. Là, on a vraiment déjà les bases. Il y a aussi il y a des influences africaines. On se souvient tous de Saul Makossa, de Manu Dibango, et puis Barry White, 73, Gloria Gaynor, 74. Et alors, l'Europe aussi s'est mise au disco assez tôt. On va y venir, ça, Jean-Marie. Comme le souligne Patrick Juvet dans la préface de l'ouvrage, les années disco ont mis des artistes francophones à l'honneur et leur ont permis de s'exporter dans le monde entier. Alors bien sûr aux États-Unis, mais aussi au Japon ou que sais-je. Il y a ce qu'on a appelé aussi le courant de la French disco. Là, on pense à Dalida. Oui, on pense aussi à Village People, parce que c'est Bellolo et Morali qui ont réinventé l'archétype en fait américain, le motard, l'homme cuir, l'ouvrier, le salaryman, avec ces personnages qui ont fait Village People, parce qu'ils les ont rencontrés individuellement dans le village, ils les ont un peu caricaturés, et ils en ont fait un groupe qui a fait Macho Man, qui a fait YMCA, et on en passe. Alors Dalida, Sheila également, côté sûr. francophone. SB Devotion. SB Devotion, mais elle avait déjà repris Carol Douglas, Les Ordres du Docteur, le fameux Doctor's Orders, quelques années avant. Et puis Céron, bien sûr, c'est la French Touch. Il y a eu plein d'artistes. Karen Cheryl s'est mise au disco aussi. Et puis il y en a d'autres, il y a des surprises dans le livre, on va en parler dans quelques instants, mais avant ça, le disco, il a traversé les générations et les frontières, il est allé en Espagne, il est allé en Italie. On lit, c'est une musique intergénérationnelle sans frontières. Oui, complètement. Et alors, c'est la force du disco ? C'est la force du disco. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que des artistes qui voulaient s'exporter pouvaient chanter en anglais, et puis ça ne marchait pas vraiment. Ils avaient du mal à dépasser les frontières. Et à partir du moment où ils font du disco, tout d'un coup, les portes s'ouvrent. Les portes de l'Allemagne, de la Scandinavie, de l'Espagne, l'Italie, enfin, partout, le disco ouvrait des portes aux artistes français, espagnols aussi, les Baccarat, enfin,
fin. Alors, la diva indiscutée du disco, elle est américaine, vous l'avez évoqué en tout début d'émission, c'est Gloria Gaynor. Oui, Gloria Gaynor. Je dirais aussi qu'il y a Donna Summer, aussi la reine du disco, très très grande voix. Mais Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, dès 74, elle I Will commence... Survive aussi, surtout. I Will Survive, 79, c'est vraiment des chansons emblématiques. Chansons emblématiques qui sont même reprises par des communautés, par exemple la communauté gay. La communauté gay, le Mondial a repris I Will Survive aussi. Quand la France était championne du monde. Mais il y avait le Munich Sound, il y avait la French Disco, et il y avait aussi le son de Philadelphie. Tout ça, ce qui prouve qu'il y avait dans le monde entier, on avait envie de danser sur des musiques qui faisaient bouger. On n'avait pas seulement des fourmis dans les idées, mais dans les jambes. Alors Jean-Marie, dans votre disco, on l'a bien compris, on retrouve l'incontournable du disco. Et à la lettre A, il y a bien sûr un groupe qui s'appelle ABBA. J'en viens donc à votre second ouvrage, et puis on reviendra au dico du disco. ABBA, les coulisses du succès. André Torrent, vous préfacez cet ouvrage. Oui, mais moi j'ai écrit une page, lui il en a écrit 400. On est bien d'accord, c'est un donc, fameux ouvrage sur ABBA. ABBA en 1974 à l'Eurovision, c'est un choc pour vous, une révélation? C'est une révélation, oui, parce que c'était la première fois que je regardais le concours Eurovision cette année-là. Mais l'année d'avant, il faut souligner qu'ABBA avait été recalé d'ailleurs. Ils avaient été recalés à la sélection suédoise, absolument, avec une chanson qui s'appelait Ring Ring. Et puis là, ils se présentent avec Waterloo, et c'est un vrai tsunami dans l'histoire du concours. C'est la première fois qu'un groupe remporte la victoire. Et puis, en même temps, ils arrivent avec leur look glam rock, avec une chanson mais extrêmement puissante par rapport... Avec des instruments de musique en forme, des guitares en forme d'étoiles, enfin quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Voilà, exactement. C'est une bonne claque, une bonne claque à tous les autres artistes. C'est un vent de modernisme en fait. Absolument. Et il y a un avant et un après ABBA dans le concours Eurovision. Alors André, vous avez rencontré le groupe ABBA à 3 reprises, oui, si je ne m'abuse. C'est Jean-Marie qui tient les comptes. Et il m'a dit, mais si, parce que je m'inquiétais, je lui ai dit, tu sais, je fais une émission de télé, on me demande de parler de ABBA, et je me demande si je suis légitime. Il dit, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, tu les as présentés 3 fois. Alors il m'a donné les dates, les émissions, je me dis, quand même, c'est bien. Qu'est-ce qui vous marquait chez eux? Là, d'abord, ce que je dis dans la préface, je suis de parfaite mauvaise foi. Pour moi, c'est un groupe mythique. Mais mythique parce qu'il y a plein d'éléments. D'abord, ils ont gagné l'Eurovision. Mais surtout, ils avaient un concept. Ils se sont appelés ABBA, c'était pas un hasard. C'était pas seulement parce qu'il y avait les initiales des prénoms. C'est aussi parce qu'ils voulaient être les premiers à être dans les bacs des disquaires. Ils ont voulu mettre ABBA en haut de la pochette pour qu'on le voit bien dans les bacs des disquaires aussi. Après, il y a eu l'invention d'inverser la lettre B pour faire de ABBA une marque. On le voit à l'antenne. Après, l'une des filles, c'était Agnetha. Qui ne voulait pas bouger beaucoup. C'est Agnetha, oui. Agnetha. Oui. Alors, Agnetha ne voulait plus faire de tournée. C'est vrai qu'ils ont fait, et ça, c'est un DVD magnifique, le film ABBA The Movie, c'est leur tournée en Australie. Avant ça, ils avaient fait, et c'est 2 DVD qu'on peut trouver encore, 2 tournées au Japon. Mais tout ça, ça les épuisait. Ils n'arrêtaient pas de faire des tours du monde. Et finalement, comme une des filles ne voulait plus bouger, ils se sont dit, on va quand même envoyer nos images partout. Et ils ont été les précurseurs des clips. Et là encore, en contrôlant tout. La mise en scène, la couleur, les costumes, le montage. Et en plus, ils nous ont laissé un cadeau magnifique après, la comédie musicale Mamma Mia, qui ne raconte pas l'histoire de ABBA, mais qui, avec leurs chansons, raconte une autre histoire. Et qui perpétue les sonorités, les prolonge. Voilà. Et dernière chose, après, il y a des groupes qui, à travers le monde, tournent et qui font des hommages à ABBA et qui le font magnifiquement. Jean-Marie Potier, dans cet ouvrage, qui est une vraie Bible, près de 500 pages tout de même, sur l'histoire d'ABBA, avant la gloire, pendant la gloire et surtout aussi après la gloire, il y a un bilan incroyable quand on voit, qui se traduit en un chiffre, 380 millions de disques vendus de par le monde. Oui, écoutez, il y a aussi beaucoup de millions qui ont été vendus à partir des années 90, dans ce qu'on a appelé le revival, qui continue, il n'est pas terminé. Je veux dire, ça se prolonge tout le temps. Mamma Mia. On lit dans le livre qu'on vend encore 1 à 2 millions d'albums d'ABBA chaque année en ce moment. Absolument. Et ça, c'est dû à de nouvelles générations, c'est d'autres générations qui découvrent la musique d'ABBA. Il y en a qui la redécouvrent, mais il y a des jeunes qui dansent sur la musique d'ABBA. Et qui se la réapproprient quelque part. Qui se la réapproprient, absolument. Alors, le revival, comme vous le disiez, c'était en 1992. Mais comment ça se fait qu'en 2014, on en soit toujours là ?
Mais écoutez, les chansons d'ABBA donnent envie de danser, donnent envie de faire la fête. Moi, je dis souvent qu'elles mettent des couleurs à la grisaille quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de chanteurs actuellement qui chantent des chansons déprimantes, qui ont des textes pas très rigolos. Et dès qu'on met un disque d'ABBA, tout d'un coup, hop, voilà. Il y a le chanteur Arnaud, par exemple, qui disait, qui adore la musique d'ABBA, il dit, mais à Bruxelles, vous mettez une chanson d'ABBA dans un jukebox, tout d'un coup, tout le monde se met à danser. Parfois, sur des chansons comme Knowing Me, Knowing You, où les paroles parlent de séparation, mais le rythme est tellement, donne tellement envie de danser et de bouger que voilà, tout le monde est parti. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que ABBA est bien sûr dans le disco du disco pour une partie de son répertoire, mais c'est pas un groupe disco. C'est un groupe disco pour une partie de son répertoire, l'album Voulez-vous. Oui, l'album Voulez-vous de 79, où là, vraiment, c'est un album disco. Mais un an avant, il s'était déjà mis un petit peu au disco avec Summer Night City. C'est vraiment le premier titre disco d'ABBA. Dancing Queen n'en est pas tout à fait un. On peut danser dessus, mais c'est pas vraiment du disco, c'est de la pop. ABBA a adopté, c'est ce que vous écrivez, les ingrédients du disco pour les mettre à sa sauce, si je puis dire. À sa sauce et à leur son. Et on reconnaît, c'est du disco, mais on reconnaît tout de suite ABBA. C'est pas Boney M, c'est pas Village People, c'est ABBA. Qu'est-ce que ABBA a de plus qu'un autre groupe, André? Vous qui êtes La, quand même un peu la fan longévité déjà, et puis surtout ce fameux son. Parce qu'au départ, il y a toujours quelque chose quelque part. Et ce quelque chose quelque part, c'est une petite cabane tout près d'un lac et deux personnes, Benny et Bjorn, qui travaillent, qui dans la tête ont un son, une musique et qui l'écrivent et qui lui donnent une réalité. L'exemple, c'est que quand il y a eu le mariage du roi et de la reine de Suède, il y a eu une grande soirée, tout le monde, il y avait l'orchestre symphonique et tout ça, et le seul groupe qui a joué en playback, comme dans les grandes comédies musicales américaines, c'est ABBA, parce qu'ils avaient un son qui était impossible à refaire ce soir-là. Mais ils étaient magnifiquement habillés, c'était un très beau moment aussi. Ça, c'est pour le livre ABBA, les coulisses du succès, 76 à 78, les rois du monde, comme vous l'écrivez, et puis la séparation, 82. Revenons au dico du disco maintenant. On va passer à la lettre B. Et dans cette lettre B, on trouve, comme vous l'avez dit, Baccara, mais surtout Bee Gees tout de même. Bee Gees, oui. Puisqu'on est dans le disco. Les frères Gibbs. Ouais. Là aussi, c'est aussi une écriture et un son. On peut écouter toutes les chansons des Bee Gees, même celles qui étaient de l'époque avant le disco. Et c'est le son des Bee Gees, identifique. On pourrait dire la même chose de Boney M en 76. Ce qui se fait de mieux dans la disco venue d'Allemagne, parce qu'on ne le sait finalement pas souvent, mais c'est bien venu d'Allemagne. Des Jamaïcains, produits en Allemagne, qui chantent en anglais. Et avec un chanteur qui n'a jamais enregistré le disque, mais qui a fait une carrière de performeur sur scène jusqu'à sa mort en Russie. Alors, il y a des Belges dans le dico du disco. Et dans la lettre B, il y a même Plastique Bertrand. Il y a même Plastique Bertrand parce que finalement, ça plane pour moi, Bambino, on est dans du disco punk. Et il avait sa place dans le disco parce que beaucoup de gens dansaient et dansent encore sur ces. Et puis alors voilà un artiste belge qui s'est exporté jusqu'aux États-Unis, en Asie, son partout. Tube a été un tube planétaire grâce quelque part à ses sonorités disco. Et Plastique Bertrand, on a deux points communs. On a fait nos études à l'Athénée Adolphe Max à Bruxelles et on a été régisseurs tous les deux au Théâtre des Galeries. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec s'il nous regarde, Raymond Jouret, on lui fait un petit coucou. Jean-Marie Potier, il y a du belge et il y a du belge un peu surprenant. Moi, je ne le savais pas personnellement. Ce tube mondial Born to be Alive de Patrick Hernandez a été enregistré chez nous. Oui, au studio Cathy de Marc en Brabant-Wallon. Voilà. Et produit plus ou moins à Moucron, le fameux producteur Marcel de Keukeler. Une belle histoire aussi, ce Born to be Alive. Personne n'en voulait en France dans les maisons de disques. Il a été produit par un petit label en Italie. Et puis, ça a été un succès énorme, numéro 1 en Italie, et ça revient en France, et puis ça part dans le monde entier. C'est toutes ces foules d'anecdotes qu'on retrouve dans votre dico du disco. J'en ai une autre, tiens, la boule à facettes. Alors c'est vrai que la boule à facettes, sous laquelle on danse dans les soirées dansantes, elle est associée forcément au monde disco, et pourtant on apprend quand on lit votre bouquin qu'elle existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Oui, on dansait déjà sous une boule à facettes dans les années 20. Dans les années 20. 1920. Les dancing. Ouais. Alors, des stars du yéyé ont tenté le disco. Claude François, on l'a vu en image il y a quelques temps, avec deux tubes énormes, Alexandrie, Alexandra et Magnolia Forever. Magnolia Forever. Ça, c'est aussi étonnant. C'est une star qui n'a jamais vraiment réussi aux États-Unis, mais le disco a permis
d'expatrier certaines de ses chansons. Absolument. Il aurait aimé. Hein. Ouais. C'était un de ses buts là, dans les dernières années. Il voulait vraiment. Mais ce qui est il avait intéressant... peur de l'avion. Alors il commençait par essayer de conquérir l'Angleterre parce qu'il y avait une heure de vol. Il s'est dit, si je peux supporter 1 heure de vol, peut-être que je peux supporter 6 heures, voire 9 heures de vol. Et il commençait déjà avec l'Angleterre et je crois qu'il avait envie d'aller vers les États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a chanté du disco quelques années avant Magnolia Forever. Et je me souviens de Soudain il ne reste qu'une chanson, qui est une reprise américaine, mais qui est vraiment disco. Il y a des clins d'œil, je l'ai dit. À la lettre S, il y a les surprises du disco. Ces chanteurs dont le disco a reboosté la carrière, suscité des vocations parfois, tardives ou opportunistes, comme vous l'écrivez. Il y a Blondie, Stoney Chardin, même Annie Cordy. Annie Cordy. Je suis Cordy, tombé de ma chaise. Oui, qui est une chanson un petit peu parodique, mais The Queen of the Disco. Ouais. Et oui, elle s'y est mise. Et puis, il y a aussi Guy Bedos, qui a Disco Média, un titre très peu connu, mais et puis Jean-Jacques Goldman, Adamo, tout le monde à un moment s'est mis au disco parce que je crois, soit poussé par les maisons de disques, les producteurs, par opportunisme, par une carrière qui commençait à battre de l'aile, et le disco les remettait tout d'un coup en piste. N'oublions pas qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les radios FM partout, donc en fait ceux qui popularisaient la musique, c'était souvent les DJ des boîtes de nuit, des discothèques. Donc il fallait passer en discothèque pour qu'il y ait des achats de disques et pour que ces achats donnent l'envie aux programmateurs des radios de programmer les chansons qu'ils ne connaissaient pas encore. Vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce Dico du disco. Lisez-le, ce sera le plus simple, puisque le disco continue de vivre par des artistes contemporains. Madonna en 2005 avec l'album Confessions, et puis alors le film disco aussi, où on retrouvait Depardieu et Dubox dont vous parlez. Est-ce que, en un mot, puisqu'il faut finir, le disco peut-il un jour mourir ? Non, jamais. Et le slow non plus. Non. Le slow non plus. Oui. Bon, André Torrent, Jean-Marie Potier, je vous tends la plume pour signer les 2 ouvrages. Ce sera pour un de nos téléspectateurs, ou 2 de nos téléspectateurs plus exactement, qui écrivent à faf@rtl.be pour recevoir ces très beaux ouvrages ABBA et les coulisses du succès. Le Dico du disco, signé Jean-Marie Potier, avec une préface d'André Torrent. Mille merci tout de même d'avoir été là pour parler de cela. Et puis il y a des CD aussi. Vous vouliez parler un mot de ces CD ? Oui, il y a la réédition de l'album Waterloo. Alors là, un picture disc, 45 tours avec les versions suédoises et anglaises. Oui. Il y a un triple CD, le Gold, More Gold et les faces B aussi, plus rares. Et puis la réédition de l'album mythique Waterloo de 74 avec un DVD et des images assez étonnantes. Voilà, tout pour ABBA en ce moment. On aurait été complet. Merci messieurs d'avoir été là dans le Face à Face. Très heureux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.